Le troisième dossier, c'est une histoire vraie d'une patiente dont je m'étais occupé, qui est une patiente australienne qui voyageait en Europe pour fêter sa retraite en fait, et qui est arrivée à l'hôpital parce que elle a été prise d'une dyspnée alors qu'elle était au Louvre, et elle est arrivée aux urgences. Sa saturation était à 96%, avec une tension normale, une fréquence cardiaque à 95 battements par minute, fébrile à 38,3, avec des ecchymoses sur les membres inférieurs, qui était apparu spontanément, sans contexte traumatique, et un examen clinique par ailleurs normal. La première question, c'était tout bêtement, quels examens complémentaires demandez-vous? Et là, de débrouillage devant la dyspnée, il est de bon ton de réaliser une radiographie thoracique, des gaz du sang, un électrocardiogramme, pour rechercher une pneumopathie, des arguments pour une embolie pulmonaire éventuellement, ou une anomalie comme une arythmie ou quelque chose comme ça, qui serait responsable de sa dyspnée. Pour le syndrome hémorragique, vous devez absolument contrôler le taux de plaquettes en réalisant une numération formule sanguine et contrôler l'hémostase avec un TP, un TCA et un fibrinogène. Enfin, si vous êtes passé aux urgences, vous aurez vu qu'il est plus pratique de prélever les patients d'une seule fois plutôt que d'y revenir à chaque fois. Et donc devant un patient qui se présente comme ça et qui a l'air d'avoir une maladie quand même sérieuse, profitez-en pour vérifier le ionogramme sanguin, la créatinémie, le bilan infectieux puisqu'elle a de la fièvre, un ECBU, des hémocultures et une CRP. La deuxième question, donc cette numération a alerté le cytologiste qui vous appelle pour vous communiquer les résultats, 171 000 leucocytes, dont 98% de myéloblastes, 8,9 g d'hémoglobine, 34 000 plaquettes. Quel est votre diagnostic et comment le confirmez-vous? Donc cette patiente présente une pancytopénie puisqu'elle a une anémie, une thrombopénie, probablement une neutropénie puisque sur l'essentiel des leucocytes, il y a quasiment que des myéloblastes, qui est associée avec donc sur tout ce qui saute aux yeux, une prolifération de myéloblastes. Et ce tableau clinique évoque un seul diagnostic qui est une leucémie aiguë myéloïde. J'ai mis de type 5 dans la classification FAB, c'était le cas de cette patiente et c'est souvent le cas des LAM hyperleucocytaires, mais effectivement le type 5 était pas ce n'est pas grave si vous n'avez pas mis ce type 5 et là vous ne pouviez pas l'affirmer. Par contre, il était important de préciser qu'elle est hyperleucocytaire puisque c'est un facteur pronostic, on parle de leucémie aiguë hyperlymphocytaire quand il y a plus de 30 000 myéloblastes dans le sang. Le diagnostic va être confirmé par un myélogramme, par ponction sternale. Et donc prenez ce réflexe dans les leucémies aiguës, quand vous faites un myélogramme, de faire une analyse cytologique, on regarde au microscope les cellules, cytogénétique, l'analyse du karyotype, un immunophénotypage pour affirmer l'origine myéloïde ou lymphoïde, et un prélèvement en biologie moléculaire à la recherche d'anomalies moléculaires que l'on connaît, qui ont une valeur pronostique dans ces pathologies. Comment sait-on qu'il s'agit d'une LAM et non LAL? Donc, le cytologiste vous a dit que la patiente présentait un excès de myéloblastes, et donc c'est-à-dire c'est des blastes qui ont des granulations azurophiles dans le cytoplasme qui correspondent en général à la myéloperoxydase, et donc la présence de ces granulations permet d'orienter vers l'origine myéloïde. Par ailleurs, si on trouve dans certains myéloblastes des corps d'Auer, qu'ils soient en phago ou non, c'est pathognomonique de la leucémie aiguë myéloïde versus la leucémie aiguë lymphoblastique. La question 3, vous aviez des gaz du sang de la patiente qui montrent une PaO2 à 45 mm de mercure, une PCO2 à 40 mm de mercure, un pH normal à 7,4, avec une saturation à 70%. Et je vous demandais de commenter ces résultats. Et là, ce qui devait attirer votre attention, c'est la discordance entre la présentation de la patiente, qui est essoufflée, mais qui n'est pas non plus en état de détresse respiratoire avancée, et qui a au doigt une saturation transcutanée évaluée à 96%. La discordance donc avec cette présentation clinique des résultats du gaz du sang, et en particulier de la PaO2, qui est à 45 mm de mercure, avec une saturation mesurée sur le gaz du sang à 70%. Et cette discordance, en fait, est liée à la consommation de l'oxygène du sang par la prolifération de la leucémie aiguë myéloblastique en raison, dans le tube de la seringue de gaz du sang, lors du transport du box du patient au laboratoire d'analyse.
Donc pour éviter ça, il faut réaliser les gaz du sang et les acheminer de façon encore plus rapide que d'habitude, absolument dans la glace. Et ce qui était très important dans cette question, c'est le bon sens de se dire que cette patiente ne peut pas avoir une pression artérielle en oxygène à 45 mm de mercure, tout en ayant une saturation mesurée et un état clinique tout à fait rassurant. La quatrième question, le biologiste vous rappelle, avec les résultats de l'hémostase, ça a pris un peu plus de temps puisque il a dû les vérifier, le TP est à 56%, le TCA est allongé à 44 secondes alors que le témoin est à 30. Quelles complications suspectez-vous? Quels examens demandez-vous pour la confirmer? Donc là, on est chez une patiente qui a une leucémie aiguë myéloïde, qui prolifère énormément puisqu'elle est hyperleucocytaire et qui est responsable en fait d'un trouble de la coagulation que vous connaissez, qui s'appelle la coagulation intravasculaire disséminée. De façon simple, la coagulation est activée de façon excessive, donc consomme les facteurs de la coagulation, ce qui explique la baisse du TP, l'allongement du TCA et la baisse du fibrinogène, donc que vous allez devoir doser. Et ça forme de la fibrine qui est immédiatement dégradée puisqu'il y a une fibrinolyse excessive aussi, heureusement qu'il y a cette fibrinolyse. Et donc vous allez mettre en évidence cet excès de fibrinolyse en dosant des produits de dégradation de la fibrine. Donc selon l'hôpital où vous vous trouvez, ils réaliseront soit le dosage des dédimères en méthode latex et non pas en méthode ELISA comme on le fait pour le diagnostic d'embolie pulmonaire, soit un dosage des produits de dégradation de la fibrine, soit un dosage des complexes solubles, qui sont donc 3 façons d'apprécier les produits de dégradation de la fibrine. Cinquième question, ces examens confirment vos suspicions, donc la patiente a bien une CIVD. Quelles complications métaboliques allez-vous rechercher sur le bilan biochimique et détailler les perturbations que vous rechercherez. Donc la répétition ne fait jamais de mal. Une leucémie aiguë myéloblastique comme une leucémie aiguë lymphoblastique, quand il y a une forte prolifération tumorale, un temps de doublement des cellules tumorales qui est court, expose au risque de syndrome de Lys tumorale que vous devez systématiquement rechercher chez ces patients. Donc vous allez chercher une hypercalémie, une hyperphosphorémie, une hypocalcémie, une insuffisance rénale aiguë, une augmentation de l'acide urique et une augmentation des LDH, comme on l'a vu dans la question, dans le dossier précédent sur la leucémie aiguë lymphoblastique. Question 6. Quelles sont vos hypothèses pour expliquer la dyspnée d'effort? J'ai 3 hypothèses principales pour cette patiente. D'une part, elle a de la fièvre, elle est neutropénique. Il faut absolument que vous évoquiez la possibilité d'une pneumopathie chez cette patiente. D'autre part, on peut évoquer une insuffisance cardiaque du fait de son âge et de l'anémie qui peut être mal tolérée au plan cardiovasculaire. Et troisièmement, chez les patients qui ont une leucémie aiguë myéloïde avec une forte prolifération de blastes, il faut également évoquer un syndrome de leucostase pulmonaire qui peut se voir chez ces patients. Qu'est-ce que la leucostase pulmonaire et comment fait-on le diagnostic? Alors la leucostase pulmonaire, c'est un diagnostic clinique. Il n'y a pas de critères diagnostiques formellement établis pour la leucostase pulmonaire. C'est en fait ce tableau d'insuffisance respiratoire chez des patients qui ont une leucémie aiguë myéloïde hyperleucocytaire et on pense... La physiopathologie est certainement plus complexe que ça, mais le terme de leucostase pulmonaire réfère à l'idée que ces myéloblastes, qui sont de grande taille, obstruent la circulation veineuse dans les capillaires pulmonaires et est donc responsable d'une altération des échanges d'oxygène et de CO2 au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. C'est un diagnostic qu'il faut évoquer et qui éventuellement justifie l'administration de fortes doses d'hexaméthasone de façon adjuvante à la chimiothérapie pour améliorer l'état respiratoire de ces patients. Alors la question 7, qui était une question compliquée puisque je vous demandais quelle était votre prise en charge globale pour cette patiente. Une question compliquée puisqu'il fallait à la fois s'occuper de la malade dans son ensemble et de toutes les différentes complications qu'on a abordées dans les précédentes questions. C'est une patiente qui doit déjà être hospitalisée, ça semble évident.
dans un service de réanimation médicale ou de soins intensifs d'hématologie, mais si vous avez possibilité de la coucher dans un service de réanimation médicale, ça sera certainement optimal au moins pour les premiers jours pour que la surveillance biologique et clinique soit rapprochée. Cette patiente est dyspnéique et, légère, et désature légèrement. Vous pouvez lui donner de l'oxygène à la lunette ou au masque à haute concentration si c'est nécessaire. Et après, vous allez prendre en charge les différentes complications de la leucémie que vous avez diagnostiquées chez cette patiente. Premièrement, la CIVD. Les recommandations des réanimateurs ne sont pas exactement les mêmes que celles des hématologues. Et les CIVD liés aux hémopathies myéloïdes sont traités en transfusant en plaquettes avec un seuil de transfusion à 50 000 par millimètre cube, en transfusant en fibrinogène en plasma si le taux de fibrinogène est inférieur à 1 g par litre et en surveillant bien sûr les patients. Il n'y a pas d'indication à une anticoagulation préventive ni curative dans la CIVD, sauf si la CIVD se manifeste au premier plan par un syndrome, par les manifestations thromboemboliques de la CIVD. Par ailleurs, il faut prendre en charge l'insuffisance médulaire liée à la leucémie, d'une part en transfusant la patiente en globules rouges, d'autre part en la transfusant en plaquettes, mais ça on retrouve un peu le traitement de la CIVD. Et puis vous allez devoir prendre en charge le syndrome de l'isthme oral en assurant une hyperhydratation par du sérum Phi de cette patiente, donc de nouveau pas de bicarbonate puisque l'avènement du rasburicase permet de se dispenser de l'hyperhydratation alcaline. Et puis, vous allez la surveiller de très près puisque vous devez absolument monitorer la créatininémie et la kaliémie et avoir recours précocement à la dialyse si besoin. Enfin, vous allez administrer une antibiothérapie puisque cette patiente est fébrile et qu'elle est neutropénique, une antibiothérapie probabiliste, large spectre, qui couvre les bacilles gram-négatifs, qui peut être en monothérapie en l'absence de critères de gravité septique. Et donc, vous lui administrerez par exemple l'association de piperacilline tazobactam qui couvre l'essentiel des bacilles gram-négatifs communautaires. Et puis, vous n'arriverez pas à soigner cette patiente si vous traitez les complications de la leucémie sans traiter la leucémie. Et donc, bien sûr, vous n'êtes pas censé connaître le traitement de la leucémie aiguë myéloïde, mais vous devez, dans votre question, faire figurer que vous administrez à la patiente une chimiothérapie d'induction, en accord avec les recommandations de votre hôpital ou des sociétés savantes, qui sera validée secondairement en réunion de concertation pluridisciplinaire, mais là vous vous rendez bien compte qu'il y a une urgence qui impose un traitement rapide, et cette chimiothérapie repose sur l'administration de donorubicine associée à l'aracitine, mais ça vous n'avez pas bien sûr à connaître les drogues utilisées pour ces patients. Pourquoi transfuser en plaquettes en l'absence de CIVD clinique, de gestes invasifs ou d'hémorragie extériorisée ? Alors c'est une bonne question puisque c'est effectivement ce que vous sous-entendez, c'est que dans la conférence de consensus de la Société de réanimation de langue française, il est recommandé dans les CIVD de transfuser en cas de thrombopénie majeure ou de saignement ou de gestes invasifs. Cependant, les réanimateurs sont confrontés à des CIVD qui sont en général dans des contextes de choc septique et qui ne sont probablement pas le même type de CIVD que celles qu'on voit dans les hémopathies myéloïdes où les plaquettes formées par la moelle sont probablement pathologiques puisqu'elles sont issues de la différenciation de l'hémopathie. Et donc, en hématologie, les CIVD liés aux leucémies aiguës myéloïdes sont traités avec un support transfusionnel plaquettaire plus intensif qu'en réanimation. Alors la 8e question, c'était un petit peu pour votre culture générale, c'était de préciser quelles étaient les différentes phases de traitement d'une leucémie aiguë myéloblastique et quels étaient leurs objectifs. Une leucémie aiguë myéloblastique se traite par une première cure de chimiothérapie qu'on appelle la chimiothérapie d'induction. C'est une chimiothérapie qui dure environ 1 semaine et qui entraîne une aplasie d'environ 3 semaines, donc au total 1 mois d'hospitalisation. Et l'objectif de cette chimiothérapie d'induction, c'est l'obtention d'une rémission complète, c'est-à-dire une moelle dans laquelle il y a moins de 5% de blastes avec une numération qui montre plus de 100 000 plaquettes et plus de 1500 polynucléaires neutrophiles. La rémission complète
est l'objectif principal de l'induction, mais on sait que si on ne fait pas de traitement complémentaire, tous les patients rechuteront de leur maladie et donc on leur administre des cures de consolidation, c'est des cures de chimiothérapie pour détruire les cellules leucémiques résiduelles et diminuer le risque de rechute. On sait que malgré ces consolidations, certains patients ont des maladies tellement résistantes aux chimiothérapies qu'ils risquent fortement de rechuter si on ne fait pas d'autres traitements. Et on peut donc avoir recours à ce qu'on appelle une intensification thérapeutique par une allogreffe de moelle, c'est-à-dire la greffe de la moelle d'un donneur HLA compatible. Cette moelle va produire un système immunitaire du donneur et ce système immunitaire va assurer une surveillance de la réapparition des cellules leucémiques qu'il va détruire puisqu'il les reconnaîtra comme étant du non-soi. Et donc, ça va permettre, par cet effet GVL, Graft versus Leukemia, de détruire les éventuelles cellules leucémiques de rechute qui pourraient survenir lors du suivi du patient.